la grande édition du journal. Après plusieurs heures de la détente sportive, place aux informations. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour votre dernier journal de la journée sur la radio-télévision nationale congolaise. Signature aujourd'hui à Doha au Qatar d'un accord de principe entre le gouvernement congolais et l'AFC M23 pour le retour de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le point avec Oscar Mbalkaïch. Une déclaration des principes entre Kinshasa et AFC M23. Cette avancée diplomatique est le fruit des négociations tenues sous la facilitation du Qatar. Les discussions ont permis de poser les bases d'un processus de paix durable avec un engagement clair de deux parties à œuvrer pour le retour de la stabilité dans l'est de la République démocratique du Congo. Parmi les engagements clairs, l'on note le respect d'un cessez-le-feu permanent, incluant l'arrêt des attaques par voie terrestre, aérienne, maritime et lacustre, ainsi que la fin de toute propagande haineuse ou prise de position par la force. La création d'un mécanisme de vérification du cessez-le-feu impliquant la MONUSCO et, si nécessaire, des dispositifs régionaux. La mise en place des mesures de confiance, notamment un mécanisme sous l'égide du CICR pour organiser la libération des détenus jugés prioritaires. Il faudrait également noter l'élaboration d'une feuille de route pour le rétablissement de l'autorité de l'État dans l'est de la RDC qui sera précisée dans l'accord de paix à venir. Un engagement pour les retours volontaires et dignes des réfugiés et déplacés internes en coordination avec les pays d'accueil ainsi que les hauts commissariats des Nations Unies pour les réfugiés. Pour le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, le strict respect de la Constitution de la RDC, des chartes des Nations Unies et de l'Union africaine, du droit international ainsi que des résolutions du Conseil de sécurité, notamment la résolution 2773, s'inscrit dans la logique de la continuité de l'accord de Washington. L'Union de jeunes de confession religieuse de la République démocratique du Congo a organisé à Kinshasa un séminaire sur la consolidation de la paix. Plusieurs jeunes y étaient présents. On fait le point avec Paulette Lomba. Ce séminaire qui a duré 3 jours sur la consolidation de la paix et la réconciliation a eu comme objectif de renforcer le leadership de jeunes des confessions religieuses en vue de mener des actions communes pour la promotion du bien-être collectif en RDC. À l'issue de ces échanges, les jeunes venus de 26 provinces et 11 confessions religieuses de la RDC se sont engagés à s'impliquer pleinement dans la recherche de la consolidation de la paix. D'où une session de recommandations ont été formulées en direction des décideurs. L'IGECO invite l'État congolais et l'ensemble des plateformes de la société civile à pouvoir continuer davantage dans la promotion de l'éveil patriotique et s'engage à mettre en place un vaste programme d'éducation civique à la culture de la paix et à la réinsertion sociale des jeunes victimes d'atrocités sur l'ensemble du territoire national. Par la même occasion, IGECO appelle les jeunes de toute l'étendue du territoire national à refuser toute forme de manipulation et les exhorte à s'engager pour un Congo uni, stable et digne. Réagissant à cet appel, les représentants du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, les conseillers Sylvain Mbali, chargé des communautés et de questions du Grand Lac, a salué cette initiative et a promis la prise en compte des recommandations formulées au cours de ce séminaire. Le Parlement congolais et l'Union parlementaire africaine ont procédé à la signature d'un protocole d'accord ici à Kinshasa sur l'organisation dans le tout prochain jour de la grande rencontre parlementaire panafricaine. Anita Luamba, Annie Mbalaka, Marcel Moubenga, Gillion Piana.
La République démocratique du Congo va abriter du 18 au 22 novembre 2025 les assises de la 47e conférence des présidents des parlements membres de l'Union parlementaire africaine ainsi que la 84e session du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine UPA. Un protocole d'accord a été signé ce samedi 20 juillet entre les présidents de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe, du Sénat Jean-Michel Samalou Kondé et le secrétaire général de l'UPA Idi Gado Boubacar. Ce document contient toutes les dispositions relatives à l'organisation de ces assises. Il s'agit notamment des engagements logistiques et diplomatiques entre l'UPA et le Parlement de la RDC. Les conditions que nous avons trouvées ici nous paraissent idéales. En tout cas, nous avons fait un travail administratif approfondi. Nous avons vu tous les détails et vraiment nous sommes satisfaits des dispositions qui sont prises, en tout cas dans le cadre de l'organisation de ces rencontres. Et au cours de ces rencontres, il y aura des thèmes importants qui seront discutés. Le thème de la souveraineté nationale, le thème de la gouvernance du numérique par rapport aux droits des femmes. Et ensuite, il y aura un autre thème qui se rapporte à l'autonomie énergétique. Les assises prévues au mois de novembre à Kinshasa vont réunir les présidents et membres des parlements africains autour des enjeux communs de gouvernance, de paix et de coopération interparlementaire. À la même occasion, la RDC devra prendre la présidence de cette organisation continentale. Cette candidature a été approuvée lors de la 83e session du comité exécutif de l'UPA. Un siècle après sa naissance, la mémoire de Patrice Emery Lumumba continue de rassembler. À l'appel de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, les anciens chefs du gouvernement congolais, membres de sa famille biologique, élèves et des officiels congolais se sont retrouvés à la primature pour rendre hommage au tout premier ministre du Congo indépendant, Chimène Dondo Djokuku Pompon Umba. C'est tout un symbole. Les successeurs de Patrice Emery Lumumba se sont réunis ce samedi à la primature. À l'appel de Judith Suminwa Tuluka pour rendre hommage au premier ministre du Congo indépendant. Un événement unique organisé dans le cadre du centenaire de Patrice Emery Lumumba qui traduit la ferme volonté de la chef du gouvernement, Judith Suminwa, de préserver la mémoire collective et les valeurs qu'incarne encore aujourd'hui le héros national. Ayant succédé à cette figure exceptionnelle de l'histoire de notre pays, en tant que première ministre, par la volonté du champion de la masculinité positive, j'assume avec humilité la responsabilité historique d'occuper ce poste exigeant en charge et en devoir d'État. Je suis donc consciente du poids des enjeux, non seulement de notre histoire singulière, mais également de l'ampleur des défis qui se profilent devant nous, dans la reconquête de notre pleine souveraineté et la maîtrise totale de notre destin national sous le leadership inspirant de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Juliana Lumumba, l'une des filles biologiques du héros national, a salué cette initiative visant à rendre hommage à celui qui a prôné l'indépendance de la RDC. Il est important que l'on connaisse mieux Lumumba et qu'on enseigne son histoire. Parce que Lumumba n'est pas un homme seul. Lumumba est un pan de notre histoire. Quand nous parlons de Lumumba, nous parlons de ses compagnons, Okito et Mpolo. Nous parlons de tous les pères de l'indépendance qui ont donné leur sang pour qu'on y arrive. Nous parlons de Kasavubu. Nous parlons de Mobutu. Nous parlons de Bolikango. Nous parlons des années 60 tumultueuses, pleines d'espoir et pleines de défis. Il est important que nous sachions d'où nous venons pour que nous bâtissions cet avenir rayonnant comme nous le voulons. Cette activité a également réuni des membres du gouvernement, des élèves de l'Institut Lumumba, quelques officiels, ainsi que le membre de la Fondation Lumumba.
En nouvelle, la ministre de la Culture, Yolande Elembe Mandembo, représente la République démocratique du Congo à l'ouverture de la 12e édition du Festival panafricain de la musique qui ouvre ses portes ce samedi 19 juillet au Palais de Congrès au Congo-Brazzaville sous le thème « Musique et enjeux économiques à l'heure du numérique ». La participation de la République démocratique du Congo à ces rendez-vous se focalisera sur deux angles, l'angle artistique et scientifique, images et commentaires dans nos prochaines éditions. Kinshasa abrite depuis hier l'atelier sur la vulgarisation de l'accord de paix signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda à Washington aux États-Unis. Les organisations professionnelles et médiatiques veulent mettre sur pied un plan d'engagement pour l'appropriation de cet accord. Diane Balaka, Doni Douma. L'appropriation de l'accord de paix signé entre le Rwanda et la RDC le 27 juin dernier à Washington et sa vulgarisation, c'est le leitmotiv de l'atelier qu'organise depuis vendredi 19 juillet 2025 les organisations professionnelles de médias en RDC, à l'occurrence UNPC, Journalistes en danger, le CESAC et la NEAP. Objectif, déboucher sur la mise sur pied d'un plan d'engagement de médias congolais sur la vulgarisation de cet accord. Tout est parti de ces constats. Le travail d'un journaliste, c'est d'abord de s'informer. Parce qu'avec tout ce que je vois sur les réseaux sociaux, franchement, j'ai très peur. Parce qu'on est en train de dire des choses. Moi, j'ai une copie de cet accord. Et quand je vois que les gens disent que, en fait, c'est ça, alors que ça n'a rien à voir avec cet accord-là. Je prends, par exemple, le cas de l'intégration dans l'armée. Mais il y a des conditionnalités. Ce ne sera plus les mixages et brassages, non. Là, c'est individuellement chaque élément armé qui s'engage, soit pour faire l'armée, ou soit pour entrer dans la vie civile. Cet accord est un grand moment historique et qui peut vraiment baliser l'avenir de notre pays dans le bien. Et la presse, dans ce contexte, a un grand rôle à jouer. Les Congolais doivent savoir ce qui se passe dans leur pays et y adhérer. Ce n'est que l'adhésion populaire qui donne la légitimité à l'action des gouvernements. Le secrétaire général de GED, Chivis Chivwadi, fixe les objectifs de cet atelier. Alors nous sommes réunis ici en tant qu'acteurs, experts des médias, comme on dit. Les médias ont la responsabilité ou le rôle d'informer et même de rassurer sur certaines dispositions. Et nous sommes réunis en tant qu'acteurs pour analyser d'abord cet accord et proposer un plan d'engagement de la manière où les médias peuvent accompagner la mise en œuvre de cet accord, d'abord comme acteurs de paix et comme catalyseurs des opinions, ça veut dire porter les opinions et les attentes des Congolais par rapport à ce qui est attendu, ça veut dire la paix. Mais pour que cette paix soit effective, il faut que tout le monde puisse s'approprier de cet accord. Ces assises de 3 jours organisées ici à Kinshasa se clôturent ce dimanche 20 juillet 2025 et seront sanctionnées par des recommandations sur la vulgarisation et la sensibilisation de cet accord de paix signé sous les auspices des États-Unis d'Amérique. Aborder ensemble des questions de collaboration et discuter de leurs mandats respectifs, le coordinateur national de PDDRCS, Jean Dudieu Désiré Ntangantita, et le directeur général adjoint de FONAREV, Emmanuel Nzadi, en ont parlé dans une séance de travail. Écoutez Peggy Mukunda. Dans sa mission du processus DDR, le programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS est appelé à travailler en synergie avec le FONAREV. Les responsables de ces deux instruments clés qui règlent les conflits en République démocratique du Congo, à savoir les coordonnateurs nationaux du PDDRCS, Jean-Didier Désiré Ntangantita, et une délégation du FONAREV conduite par le directeur général adjoint Emmanuel Nzadi, se sont retrouvés autour d'une même table pour
pour discuter en long et en large sur les questions de coordination et de leurs mandats respectifs. À aborder ensemble les pistes de collaboration que nos deux institutions peuvent mettre ensemble et surtout que nous sommes alignés pour un même mandat, c'est la résilience de communauté, la justice, la réparation et le relèvement communautaire. L'avenir du PLDRCS dépend de FONAREV sur le processus d'aider, sur la question des réparations et des reconstructions, conflits dans les communautés, puis pour les soutiens psychosociaux. Nous sommes obligés de s'organiser pour travailler en complémentarité et avoir une coordination pour avancer ensemble. Très affermi, le coordonnateur national du PLDRCS, Jean-Didier Désiré Ntangatita, s'exprime. Nous venons de mettre en place un cadre de travail qui va réunir les experts de nos deux structures afin de baliser les voies à suivre dans les jours à venir. Le FONAREV tient à apprendre mieux le programme pour cette mission conjointe concernant sa prise en charge des réparations victimes de violences sexuelles et des crimes contre l'humanité. Les deux institutions travailleront pour élaborer une feuille de route et la mise en place d'un cadre formel de partenariat. Soucieux de l'augmentation du charroi automobile de la société de transport au Congo, Transco en sigle, le vice-premier ministre et ministre des Transports, voies de communication et désenclavement, Jean-Pierre Bemba s'est rendu à l'usine suprême automobile Mercedes dans la commune de Limete à Kinshasa. Le détail avec Iverson Kabwaba. Cette visite a pour objectif de s'enquérir de l'état d'avancement de la production de bus commandée par l'État congolais à cette entreprise partenaire. À son arrivée, le vice-premier ministre a été chaleureusement accueilli par la direction générale des Suprêmes Automobiles avant de bénéficier d'une visite guidée des installations techniques comprenant notamment la chaîne de montage, le dépôt des pièces de rechange et la salle informatique de l'usine. Au terme de cette visite, le VPM Jean-Pierre Bemba a échangé avec le comité directeur de l'entreprise sur les différentes étapes de franchir les défis rencontrés ainsi que les dispositions prises pour assurer la continuité dans les livraisons. Jérémy Aguito, responsable des productions du département Mercedes, s'est félicité de cette démarche. Depuis le début du 10 juin 2023 à ce jour, c'est alors qu'ensemble nous avons fait le parcours de la ligne de production et c'est par là qu'il a pu voir les travaux colossaux qui ont été effectués depuis les débuts jusqu'à ce jour. Et c'est sur base de ça que nous avons promis, et il nous a promis et nous sommes entendus de pouvoir continuer sur cette lancée-là, pour pouvoir honorer notre partie de travail vis-à-vis de ce contrat, de ce partenariat que nous avons entre nous et le gouvernement congolais. Je pense que oui, ils ont eu à parler avec les autorités de notre entreprise, et je pense qu'ils ont pu se trouver des compromis vis-à-vis des problèmes que nous sommes en train de rencontrer. Actuellement, 90 bus ont déjà été livrés à Transco. Selon le responsable de l'usine, 50 autres bus sont prêts et seront livrés dans les tout prochains jours. Le travaux de construction des rocades sud-est, sud-ouest et nord évolue à pas de géant. Le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge de questions économiques et financières, André Ouamessou, et l'ambassadeur de la Chine accrédité en République démocratique du Congo ont eu des explications plus claires avec le DG, le directeur général de l'agence congolaise de grands travaux sur les sites lors de leur visite d'inspection, Yvette Makuntima. Sur la rocade sud-est, d'où est partie la visite, les diplomates chinois en poste à Kinshasa, Zaobin, et les directeurs des cabinets adjoints du chef de l'État chargés des questions économiques et financières, André Ouamessou, reçoivent de leur hôte, l'ingénieur Nikon Zaounzao, un topo complet de la situation du projet. Ils retiennent notamment que, depuis le mois de mai, il était déjà possible de partir d'Mboudi jusqu'à la sortie de l'avenue Njoku à quelques encablures de l'aéroport d'Njili. Une affirmation qu'ils vont vérifier dans la foulée parcourant les 73 km du projet avec quelques arrêts. Sur l'avenue Njoku, ils apprécient les efforts en cours pour la maîtrise des immenses érosions qui rongent la zone. Toujours sur cette rocade sud-est, deux importants passages sous la route sont en cours de réalisation. Il s'agit d'un grand dallo au PK28 et un pont au PK18. Les deux ouvrages vont permettre la connexion des parties de ces tracés qui a déjà par endroits reçu les rechargements pour la couche des bases. L'on y remarque également la mise en œuvre des caniveaux. Sur la rocade sud-ouest,
L'échangeur à 2 niveaux en cours de construction à la jonction des 2 rocades est présenté aux 2 officiels avant qu'ils ne découvrent les 6 km déjà asphaltés à partir de la cité Millennium vers la localité Mfouti, vers les PK13. Il remarque également les immenses talus stabilisés et recouverts des perrets maçonnés vers les PK15. Juste à côté se trouve le chantier du pont multilong de 120 mètres. Par l'avancement des travaux, et j'ai encouragé les entreprises chinoises de faire avancer plus vite que possible les travaux. Les 2 rocades sud devront être complétées par celles du nord. Les diplomates chinois promettent de faire un lobbying auprès des sociétés chinoises pour trouver un fonds notamment pour la rocade nord-est qui partira du rond-point Sosimat jusqu'à la sortie de l'avenue Njoku. Je vais faire de mes efforts, de faire venir les investisseurs chinois qui sont intéressés par ce projet pour faire vite avancer les choses. Pour que cette route soit effectivement livrée comme prévu à fin 2027, il faudra opérer le plus rapidement possible les expropriations prévues. La nouvelle loi sur l'aménagement du territoire promulguée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été largement expliquée aux chevaliers de la plume et du micro. C'était au cours d'une conférence de presse animée par le ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire, Guy Luando Mboyo. Encore une fois, Yvette Makuntima. Les secteurs de l'aménagement du territoire enregistrent des avancées spectaculaires en se dotant des outils indispensables à l'image de la nouvelle loi historique portant sur l'aménagement du territoire. Loi promulguée récemment par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire, Maître Guy Luando Mboyo, s'est exprimé devant la presse pour présenter ces réformes majeures qui s'inscrivent parfaitement dans les cadres du pilier 3 du PAG 2024-2028. Ce secteur de l'aménagement était dans un processus de réforme. Voilà pourquoi le chef de l'État, qui a compris dans sa vision globale l'importance de l'aménagement, nous avons agi et voilà les outils qui sont disponibles. Donc là, c'est la politique nationale d'aménagement du territoire, les ONG, la société civile, les peuples autochtones. Tout le monde a participé dans ce processus de la réforme. Parce que si on n'a pas la participation citoyenne, nous ne pouvons pas décider à la place de la population de comment on organise notre territoire national. Et donc nous avons aujourd'hui la loi, une première, parce que depuis 1957, relative à l'aménagement du territoire, c'est une première. De la planification territoriale à la loi sur l'aménagement du territoire, le ministre d'État, Maître Guy Luando Mboyo, a exposé avec précision et pulsant, point par point, le contenu de ces outils structurants, tout en appelant la population à s'approprier ces instruments. Une séance de questions-réponses a permis aux journalistes d'obtenir de précieuses informations sur la nouvelle dynamique. Face aux plaintes de blocage de la route nationale numéro 8 dans la province de l'Équateur, l'Office de route rassure que les travaux avancent sans désemparer pour désenclaver et connecter plusieurs provinces. Chimène Dondo. L'Office de route dément le rumeur de blocage sur la RN8 et confirme l'avancement très satisfaisant de travaux. Loin d'être un simple tracé, la route nationale numéro 8 incarne la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour désenclaver l'Équateur et renforcer l'intégration économique nationale. Depuis leur lancement le 16 juin 2025, les travaux ont permis de recharger 10 km sur les 44 prévus, malgré un démarrage difficile et de pluies persistantes. Reliant Bassan Koussou à Kisangani via Diowa et Ikena, cette route est essentielle pour la circulation des biens et de personnes. Le directeur provincial a salué l'adaptabilité des équipes et leur engagement sous la coordination du directeur général Janou Kikangala. Mes impressions sont très satisfaisantes, d'autant plus que vous savez que cette route a été longtemps entretenue. Il était question d'ouvrir la route, dégager et après passer au rechargement. Donc, il y a eu des grands travaux de dégagement qui sont effectués pour avoir cette image, cet aperçu de la chaussée. La population doit continuer à faire confiance à l'Office de route, d'autant plus que l'Office de route est un outil de l'État et nous sommes au service de l'État. Nous ne cesserons d'être à leur service pour faire un travail de qualité. Il appelle la population à maintenir sa confiance. L'Office de route est un outil de l'État.
Sur le terrain, les chantiers progressent, portés par une volonté ferme de rendre le pays plus accessible et connecté. La nouvelle équipe dirigeante du Fonds forestier national a été louée, félicitée, encouragée par la ministre d'État en charge de l'environnement, et cela au regard de son approche managériale sur les processus du reboisement en République démocratique du Congo. Pierre Mbouyou Saïdi. Les multiples et divers aspects liés à la bonne gouvernance administrative, financière et technique du Fonds forestier national à travers une feuille de route managériale efficace préoccupent à un plus haut point la ministre d'État en charge de l'environnement et développement durable F. Bazaïba Massoudi. Dans la matérialisation concrète de cette vision, elle a eu à effectuer une série d'inspections et d'itinérance au sein de cette structure sous sa tutelle, des centres sanctionnés par les constats ci-après. Ça fait des mois et des mois que j'ai demandé d'avoir la liste de toutes les banques où sont logés les fonds du fonds forestier. Je l'ai demandé, mais je n'ai jamais obtenu. En échange, on m'envoie d'autres documents. J'ai demandé la liste de toutes les organisations non gouvernementales et les personnalités, parce qu'il y a aussi des personnalités qui ont bénéficié du fonds forestier pour le reboisement, surtout essentiellement le programme 1 milliard d'arbres. Je n'ai jamais obtenu ça. Nous avons besoin de cette liste. Non seulement la liste de tous ces ONG, mais à quel plafond de financement. Fort de toutes ces anomalies relevées, ces griefs, manquements et irrégularités caractérisés par une insubordination et une gestion financière qui ne respecte pas les procédures, en dépit des orientations de la tutelle, la ministre Bazaïba avait suspendu les DG Honoré Moulumba Kalala. J'espère qu'avec le nouveau conseil d'administration, nous allons obtenir. Vous avez du travail. Il faut une autorisation pour poser des actes. Il y a la tutelle, l'approbation. Quand ce n'est pas autorisé, je m'oppose. Le mouvement du personnel, le budget, le programme, l'élaboration de tout. C'est bien clair. La réhabilitation controversée de ces derniers par les conseils d'État dans une décision rendue publique le 8 juillet dernier, décision qui a suscité une incompréhension auprès des agents et cadres du FFN d'une part et de sa tutelle d'autre part, a vu la ministre de l'Environnement F. Bazaïba condamner cette décision judiciaire et a bloqué cette réintégration de ces dirigeants dont la gestion est largement décriée par les organes de contrôle. L'agence japonaise de coopération internationale, JICA en sigle, et l'ONU Habitat ont offert un lot de matériel d'assainissement de la commune de Kimbanseke, et c'est dans le cadre du projet de lutte contre l'insalubrité Rodépanda. C'est lot de matériel d'assainissement obtenu avec l'appui de l'agence japonaise de la coopération internationale de la JICA et l'ONU Habitat vient répondre à la réalisation du projet de lutte contre l'insalubrité au quartier Kisantu dans la commune de Kimbanseke, ville de Kinshasa. Plusieurs autorités politico-administratives, la police nationale congolaise ont participé à la cérémonie de réception de ces matériels organisée au siège de l'ONU Habitat à Gombe. Avant la remise des matériels, le représentant de l'ONU Habitat et de la JICA ont tour à tour placé un mot de circonstance en présence du représentant du gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba. La symbolique de la remise officielle de ces matériels est partie de deux responsables de la JICA et celui de l'ONU Habitat vers le représentant du gouverneur de Kinshasa qui, à son tour, les a orientés vers la destination finale, la commune de Kimbanseke. Cette cérémonie principalement visait donc à mettre à disposition du comité local de sécurité de proximité de Kimbanseke du matériel nécessaire pour donc aller transformer le quartier d'un espace où il fait moins de sentiments de sécurité à plus de sentiments de sécurité en donc dotant les lampadaires, les coupe-coupes, les bachettes, les pelles, les pousse-pousse pour rendre le quartier propre. C'est une grande structure qui s'occupe de la protection de l'environnement. Comme on a remis le matériel, et cette structure sera là pour des suivis. De la même manière qu'on parle de la police qui fait des suivis, et la brigade également est là pour faire la même chose. Un protocole d'accord signé entre les partenaires internationaux de la JICA et de l'ONU Habitat ainsi que les autorités locales a servi de soubassement. L'intersyndicale de la SCTP a été reçue par le ministre des Postes, Télécommunications et du Numérique. Au menu, l'amélioration des conditions de vie des agents et le paiement de leurs créances
Augustin Kibassa Maliba s'est également entretenu avec une délégation de la société américaine Microlink qui veut implanter un data center en République démocratique du Congo pour renforcer sa souveraineté numérique. Nono Mansekou. Pas à pas, mais sûrement, les données mobiles des Congolais, même les plus sensibles, ne transiteront plus par un serveur basé en Europe ou ailleurs avant de nous revenir. Désormais, elles seront stockées dans les territoires nationaux. Une équipe de la société américaine Microlink a échangé avec les ministres des Postes, Télécommunications et du Numérique ce jeudi 17 juillet 2025 quant à cette entreprise spécialisée dans les infrastructures numériques et la digitalisation de l'administration veut implanter un data center en RDC pour renforcer la souveraineté numérique du pays. Augustin Kibassa Maliba a également accordé une audience à l'intersyndicale de la Société congolaise des postes et télécommunications SCPT, venue plaider pour l'amélioration des conditions de travail des agents et cadres de cette entreprise postale. Nous sommes venus voir le ministre qui déjà à l'époque avait écrit à son collègue le ministre des Finances pour qu'on puisse payer ces créances de la SCPT. Les gens ne sont pas payés. Il y a les retraités qui partent sans l'heure de compte final. Le ministre a été très réceptif. Il va continuer à faire pression avec bien sûr d'autres ministres pour que la solution soit trouvée. Très réceptif, Augustin Kibassa Maliba, qui avait déjà entamé des démarches auprès des responsables concernés, a promis de poursuivre les démarches afin de trouver une solution efficace. Où en sommes-nous avec la réalisation du projet Avenir dans le domaine agricole qui vise à réduire tant soit peu les importations alimentaires en République démocratique du Congo? Le bilan à mi-parcours de ce projet dans ce reportage de Marie Kalong. Les différents partenaires techniques et financiers du projet Avenir se sont réunis pour l'évaluation de la mission de supervision à mi-parcours du projet Avenir dans le domaine agricole, exercice 2025. Ce projet d'autonomisation par la valorisation de l'entrepreneuriat agricole et rural veut contribuer à la réduction de la pauvreté rurale et à l'amélioration de la nutrition de populations rurales des provinces, et ce, pour réduire sensiblement les importations alimentaires. Coordinateur du projet, Justinien Bachirongo Bignoma. Aujourd'hui, c'est un moment de faire une mission ou de préparer une mission de supervision conjointe entre le gouvernement congolais, les deux bailleurs principaux du projet Avenir, qui sont l'Agence française de développement, l'AFD, mais aussi le FIDA. On est regroupé ici autour des experts, des différents partenaires de mise en œuvre, mais aussi financiers, pour présenter, on dirait, un bilan à mi-parcours de l'année 2025 des activités du projet Avenir dans les 5 provinces d'activité. Selon Justinien Bachirongo Bignoma, les différents experts seront juste après déployés sur le terrain et vont émettre des recommandations pour atteindre les résultats escomptés. Après cette étape, il y a l'étape de mobilisation sur le terrain pour que les différents experts puissent constater des visu les réalisations du projet Avenir. Et au retour, ils vont pouvoir faire leur appréciation par rapport à ce qu'on a déjà effectué, mais également ils vont émettre des recommandations d'amélioration pour que nous puissions atteindre le résultat qui est attendu de nous au cours de l'année 2025. À noter que le projet d'autonomisation par la valorisation de l'entrepreneuriat agricole et rural Avenir en sigle est piloté par le ministère de l'Agriculture et Sécurité alimentaire sous la coordination du comité de pilotage constitué par le secrétariat général. Le général des brigades Mwaku Mbuluku Daniel a pris officiellement ses fonctions de commandant de la 33e région militaire. C'est à Uvira, province du Sud Kivu, qui s'est installé. Edith Chala, commentaire. Sur décision de la hiérarchie des forces armées de la République démocratique du Congo, le nouveau commandant de la 33e région militaire et commandant de la task force est le général de brigade Mwaku Mbuluku Daniel. Ce dernier répond à l'instruction de sa hiérarchie en foulant les pieds de la province du Sud Kivu, plus précisément à Uvira, en date du 16 juillet 2025. Au lendemain de son arrivée, il a procédé à la remise reprise avec son prédécesseur en présence du chef d'état-major
de la 33e région militaire et d'autres officiers de l'état-major. À cette occasion, le nouveau commandant de la 33e région militaire a remercié le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, ainsi que le chef d'état-major général des FARDC, pour la confiance et le choix porté sur sa modeste personne. Remercier le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, chef de l'État et président de la République. Parce que c'est lui, au fait, qui a donné les instructions qui ont fait qu'aujourd'hui, je sois placé dans cet endroit. Après ce cérémonial, il s'est rendu à Rotemba, vendredi 18 juillet, pour visiter les bâtiments qui pourront servir de bureau à l'état-major commandement de la 33e région militaire. Concernant la situation sécuritaire dans sa zone de responsabilité, le nouveau commandant promet de s'impliquer activement pour que la population des deux provinces du Sud Kivu et du Maniema reprenne sa quiétude et vague tranquillement à ses occupations. Les rayons de bibliothèque congolaise se sont enrichis de 2 nouveaux volumes, Le rêve congolais et le plan national pour la promotion de l'entrepreneuriat de jeunes. Ces 2 ouvrages de Don Israël Mbouyi ont été passés sous le fonds baptismaux au Congo Fleuve Hôtel. Edichala Bijoué Kanga nous en disent plus. Le rêve congolais et le plan national pour la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes sont 2 ouvrages dont l'auteur est Don Israël Mbouyi. Ils ont été portés sur les fonds baptismaux vendredi 18 juillet 2025. La cérémonie a connu la participation de Jean-Marie Kanda, conseiller du chef de l'État en matière de mines et énergie, de la porte-parole du chef de l'État Tina Salama, du directeur général de la RESPE, des personnalités du monde politique et scientifique du pays et de la jeunesse de la RDC. Dans ces ouvrages, l'auteur rencontre les aspirations des entrepreneurs congolais tout en proposant des solutions concrètes pour faire face aux défis structurels de l'entrepreneuriat dans notre pays. À travers sa plume, Don Israël Mbouyi aspire à éveiller les consciences et à encourager un changement positif qui profitera à l'ensemble de la société. L'auteur, dans ces 2 ouvrages, prend l'exemple de sa propre vie, son expérience pour tracer une voie à suivre pour la jeunesse et les générations futures afin que l'entrepreneuriat soit un moteur du succès. Il est possible de naître, grandir, étudier, travailler, réussir dans ce pays sans toucher aux interdits. J'appelle la jeunesse à travailler durement, à croire en leurs propres rêves, car le Congo, est de très loin le magnifique pays dans lequel une personne peut entreprendre et réussir. Don Israël Mbouyi appelle la population congolaise, plus particulièrement les jeunes, à s'approprier ces ouvrages pour préparer leur avenir et se procurer la connaissance. La NEP a organisé une réunion de sensibilisation, interprétation du nouveau SMIG, salaire minimum interprofessionnel garanti pour les établissements publics et entreprises du portefeuille, juristes, fiscalistes, délégations syndicales et responsables des ressources humaines y ont pris part. Yolande Voka. Au cours de cette séance de travail entre les directeurs généraux du service d'assistance et d'encadrement des mines artisanales et à petite échelle SAEMAP en sigle, Jean-Paul Kapongo est le coordonnateur du Fonds social de la République, Philippe Ngouala Malemba, il a été question d'échanger sur la traçabilité et l'éthique dans l'exploitation minière artisanale, du rôle stratégique des coopératives minières, des synergies entre SAEMAP et FSRDC pour un développement inclusif, le tout reposant sur la vision du coordonnateur du Fonds social de la République démocratique du Congo, celle de la création des richesses pour les communautés locales, en conformité avec le peuple d'abord, maître mot du président de la République Félix Antoine Tshisekedi. L'artisanat minier était abandonné à son essor parce que les gens pensaient qu'ils devaient commencer à entrer, exploiter d'une manière illicite et partir avec nos minéraux. Depuis notre avènement, nous avons mis fin à tous ces systèmes diaboliques. Aujourd'hui, nous nous sommes engagés avec des services sérieux, fonds social qui accompagnent la vision du chef de l'État pour soutenir de telles initiatives. Toujours au Fonds social de la RDC, le conseiller du chef de l'État en charge de l'agriculture, Peter Kassongo Batoussé, a présenté au coordonnateur Philippe Ngouala Malemba le consultant italien Alessandro Arioli dans le cadre de la mise en œuvre
de la transformation de l'agriculture en RDC, programme piloté par le Fonds social de la République démocratique du Congo. Alessandro Arioli mettra à profit son expertise pour favoriser un partage d'expériences. Financé par la Banque africaine de développement, le programme de transformation de l'agriculture concrétise la vision présidentielle de la revanche du sol sur les sous-sols avec l'ambition d'améliorer la sécurité alimentaire et de développement économique en RDC. Merci Edi Tchala pour ce reportage sur les mesures prises pour renforcer la sécurité alimentaire en République démocratique du Congo. Parlons Régie des eaux. Dans le cadre de la politique de gestion axée sur les résultats, le directeur général de la Régie des eaux, SA en sigle Société Anonyme, Jean Bosco Mwaka Indele, a effectué une visite d'inspection surprise à l'agence de Yolo. Objectif, pousser les ressources humaines au rendement beaucoup plus meilleur. Serge Merlin Mata, reportage. Cette visite inattendue a été l'occasion pour Jean Bosco Mwaka Indele de faire le suivi de proximité et de s'assurer de l'amélioration continue, la performance des agents de cette entité, et ce, dans une dynamique de transformation et d'écoute directe et de dialogue constructif. Un bon manager, le directeur général adjoint de la Régie des ESA a par la suite fait le relais des orientations stratégiques et des nouvelles directives. La direction générale, la Régie des ESA. Nous voulons que les agences retrouvent la grande valeur d'une agence qui est la cellule mère de la régie. Parce que c'est à travers l'agence que nous sommes en contact avec les abonnés. Sur cette base, Jean Bosco Mwaka Indele a appelé l'ensemble des travailleurs de cette agence de Yolo à s'inscrire dans la dynamique la Régie des eaux New Look, celle la rupture avec les passés, rupture avec les antivaleurs, pour simplifier les quotidiens des milliers d'abonnés de la Régie des ESA à travers la commune de Kalamou et partout dans le pays. Le directeur général adjoint de la Régie des ESA, Jean Bosco Mwaka Indele, a rappelé la nécessité d'inciter les différents abonnés à utiliser les plateformes des paiements en ligne pour les services de la Régie des ESA. Cette descente surprise du directeur général adjoint la Régie des ESA, Jean Bosco Mwaka Indele, à l'agence de la Régie des eaux située au quartier Yolo dans la commune de Kalamou illustre bien la ferme volonté de la direction générale, la Régie des eaux, de rester à l'écoute de ses équipes opérationnelles en vue d'améliorer en continu ses performances et la desserte en eau potable ainsi que de répondre aux besoins de la population congolaise. L'administrateur secrétaire exécutif de l'ANEP a visité le chantier du nouveau bâtiment de Camille acquis sur fonds propres. On fait le point avec Eugénie Chabani. L'Association nationale des entreprises du portefeuille de la République démocratique du Congo, ANEP, tient à ce que le personnel des entreprises du portefeuille travaille dans des conditions exigées par l'Organisation internationale du travail. C'est dans ce cadre que son secrétaire exécutif, Patrick Ngoulou, a visité les nouveaux bâtiments administratifs du cadastre minier situé sur les boulevards du 30 juin, ex-Sabena. Il était conduit par le directeur général des Camilles, Popol Mabolia, et de son adjoint, Jacques Mouyumba. À l'issue de la visite, le secrétaire exécutif de l'ANEP a donné ses impressions. Depuis la mise en place de la nouvelle direction générale à Camille, ils se sont donnés non seulement à exécuter les missions que le gouvernement leur a confiées, mais aussi à améliorer les conditions de travail des agents et cadres. C'est dans ce cadre que le directeur général a souhaité que nous puissions visiter ce que Camille venait d'acquérir, un bâtiment de plus ou moins 6400 mètres carrés et à un prix hors concurrent, près de 7 680 000 $. C'est une très très bonne opération que venait de faire Camille pour offrir un cadre adéquat à ses travailleurs. L'acquisition de ces bâtiments est l'initiative du directeur général des Camille qui tient à offrir un cadre propice pour permettre à ses agents d'être compétitifs, de travailler d'arrache-pied pour maximiser les recettes de l'État. Question de permettre à cette entreprise publique de donner à l'État congolais les moyens de sa politique. La question relative à la réforme constitutionnelle, institutionnelle et électorale était au centre des échanges entre sénateurs, experts en matière électorale, société civile, partis politiques et regroupements politiques lors de la matinée politique organisée à Kinshasa. Paulette Lomba.
Les experts en matière électorale provenant de la société civile, des partis et regroupements politiques ont porté leurs réflexions sur les réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales avant les élections de 2028 en République démocratique du Congo. Le sénateur Norbert Basengezi Katintima revient sur les idées forces de cette réforme. Ce que nous commençons aujourd'hui va se continuer pour que nous ayons des bonnes lois au niveau de la conception des choses, commençant par les recensements, ensuite par le fichier général de la population, par la détermination des bureaux de vote et de déploiement. Nous avons demandé à ce qu'on supprime les CELSER, les seuils de recevabilité, mais aussi qu'on voit des grandes choses concernant la nationalité, l'article 14 sur le genre, la parité homme-femme, qu'on puisse voir les délais de tout ce que nous appelons contentieux électoral. La formation qu'on vient d'avoir ici doit atteindre les 26 provinces pour que le pays soit un pays bien stabilisé à cause des élections de 2028. Tout porte à croire qu'à travers ces réflexions, il est possible de tenir des élections apaisées et crédibles à défaut des élections parfaites, la perfection n'étant pas de ce monde. Il s'en va en guerre contre les antivaleurs dans les milieux de jeunes. Hugues Bolé du mouvement citoyen éclairé a rencontré le jeune du district de Tchangou pour la sensibilisation sur les civismes. Cédric Kenina. Loin des antivaleurs et des sirènes, des ennemis de la patrie, la jeunesse doit être cet exemple parfait d'une nation sur le chemin de développement. Pour conscientiser cette élite jeune, Hugues Bolé Ndombo du mouvement citoyen éclairé a repris son bâton de pèlerin pour échanger avec les jeunes du district de Tchangou. Un cadre de réflexion et de la culture, du patriotisme. Le président de la République a pour but de pacifier le pays. Ce que la jeunesse congolaise doit comprendre aujourd'hui, plus que jamais, le pays a besoin de nous. Le pays a besoin de la jeunesse. Le pays a besoin que la jeunesse soit éveillée. Une jeunesse responsable, une jeunesse qui participe au processus démocratique de notre pays. Et s'il y a des problèmes, s'il y a des couacs, nous devons nous unir, nous tous, les Congolais, comme un seul peuple, comme une seule langue, une seule bouche, un seul dialogue, pour que nous puissions arriver à conjuguer la paix à travers le pays. Et tout ça autour du président de la République. Et que derrière, que les essors ou que l'effort économique puisse être basé, centré sur la jeunesse congolaise. Décidé à faire échec aux prophètes des malheurs qui tentent en vain de torpiller les processus de paix dans la partie est du pays, Hugues Bolé Ndombo a appelé à l'adhésion de tous aux efforts de paix consentis par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Les accords qui ont été signés, c'est dans un but de pacifier la République démocratique du Congo pour que la République démocratique du Congo retrouve sa souveraineté. C'est que nos frères qui sont à l'Est, qui souffrent, qui meurent par centaines et par milliers, puissent retrouver la paix. Dans le cadre de la célébration du 53e anniversaire de la chorale des enfants kimbanguistes initiée par Joseph Diangenda Kikuntima, le jeune de l'église ont pris part au culte d'action de grâce tenu en Kamba par le chef spirituel Simon Kimbangu Kiangani, Iverson Kabwaba. 53e anniversaire de l'existence de la chorale des enfants kimbanguistes et de la retraite spirituelle initiée par son éminence Joseph Diangenda Koutima à Lutendele dans la ville province Kinshasa en 1972, dont l'objectif était de purifier et préparer la jeunesse pour la construction du majestueux temple de Kamba. Des milliers de pèlerins et sympathisants kimbanguistes se sont rendus au berceau du kimbanguisme afin de prendre part à cette grande manifestation présidée par le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani. Il n'y a qu'une seule ville sainte, Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Il en restera ainsi et nous continuons à suivre la mission qu'on nous a confiée jusqu'à la fin. Cette manifestation a connu la participation de plusieurs personnes, notamment le jeune kimbanguiste venu de la capitale Kinshasa.
Le président de l'association de fédération du club pour l'UNESCO RDC a eu une séance de travail avec la coordination des écoles et les organisations de la société civile. Les projets sur l'éducation de jeunes filles mères et jeunes vulnérables étaient le seul point à l'ordre du jour. Reportage Rodé Panda. Dans le cadre de la redynamisation de la fédération des clubs des associations pour l'UNESCO de la RDC, le président Benoît Ilunga Chipamba a reçu tour à tour la délégation de la société civile conduite par son président l'apôtre Paul Médard Chilombo et le coordonnateur des écoles associées Valentin Madiba. Le président Benoît Ilunga a fait les points sur le développement de la population congolaise constituée essentiellement de la jeunesse, et ce, avant d'évoquer l'importance du partenariat entre la coordination des écoles associées et la fédération des associations de clubs pour l'UNESCO. Nous avons réfléchi autour de thèmes stratégiques de l'UNESCO auxquels nous allons cheminer ensemble pour que le résultat soit pour les enfants de la République. On a donné un plus. Nous allons pouvoir maintenant travailler dans la synergie, ensemble, dans le cadre de l'UNESCO, pour que à l'avenir nous puissions produire des programmes et des projets qui peuvent aider la population quinoise ou la ville de Kinshasa. La formation des filles mères, des enfants abandonnés et des personnes vivant avec handicap, un autre point évoqué avec le coordonnateur des écoles associées. Afin que nous puissions construire ensemble un avenir durable et transformer l'enseignement dans notre pays. Une feuille de route consacrée à la jeunesse pour construire un avenir durable est mise en place par les associations des écoles et les clubs pour l'UNESCO, exercice 2025-2030, avec des objectifs précis, à savoir réussir l'éducation et l'apprentissage de jeunes tout au long de la vie. Les autorités de la commune urbano-rurale de Maluku et les partenaires allemands ont élaboré un plan communal de développement. Yvette Makuntima pour plus de détails. Elle a fait ses preuves en matière de bonne gouvernance et de développement communautaire participatif. L'Union nationale de jeunes acteurs du changement UNAJAC, cette structure active dans la commune urbano-rurale de Mongafula, compte élargir son champ d'action dans d'autres entités territoriales décentralisées et déconcentrées, et cette fois-ci dans la commune de Maluku. Avec une superficie de 7 948 km² et une densité de 97 habitants par km², Maluku fait face à l'insécurité due au phénomène Mobondo. Et c'est ce mercredi 16 juillet 2025, dans cette municipalité, que l'UNAJAC, en collaboration avec la commune de Maluku, ont lancé les travaux pour l'élaboration du plan communal de développement. Le plan communal de développement constitue un outil fondamental pour toute entité territoriale décentralisée. Il permet de structurer les priorités de développement, d'aligner les interventions des partenaires techniques et financiers et surtout de renforcer la redevabilité des autorités locales vis-à-vis de leurs administrés. Grâce à vos expertises respectives, nous avons la conviction que ce processus aboutira à un document stratégique de grande qualité, reflétant la réalité du terrain et les aspirations profondes de la population. François Imbi. Nous avons les moyens de faire Maluku un pôle de développement majeur, un véritable grenier agricole de la capitale. Mais cela ne sera possible que si nous planifions notre avenir avec participation citoyenne et avec tous les sens de ce plan communal de développement. Miséor, une œuvre de l'Église catholique de l'Allemagne, représentée par Franck Canert, salue les prouesses des actions de l'UNAJAC à Mongafula. J'étais impressionné par les résultats. Le développement, c'est l'affaire de la population ensemble avec leurs dirigeants. Moi, je souhaite bon vent à ce projet. Ce projet de développement qui va prendre 2 ans, soit de 2025 à 2027, est bien accueilli par la communauté qui s'impatiente déjà pour sa matérialisation.
L'association des sportifs sans frontières dirigée par Paul Junior Kabamba organise un tournoi intercommunal dénommé Kinezobonga Paix et Solidarité du 1er au 17 août prochain à Kinshasa. C'est dans cette optique que la dynamique de la SAF a entamé une tournée de sensibilisation et d'information des autorités locales. Janson Maele dans Kumbutana. Du mardi 15 au jeudi 17 juillet 2025, le président de l'association des sportifs sans frontières, Maître Paul Junior Kabamba, a entamé une tournée intense à travers plusieurs communes de la capitale congolaise, Kinshasa. Objectif, mobiliser les autorités locales autour du tournoi intercommunal dénommé Kinezobonga Paix et Solidarité, prévu du 1er au 17 août prochain. Lemba, Limete, Barumbu, Lingwala, Njili, Bumbu, Nsele pour ne citer que cela. Partout où il est passé, Junior Kabamba a présenté les grandes lignes de cet événement sportif qui rassemblera jeunes et moins jeunes autour de 4 disciplines. Le football, le judo, la boxe et le taekwondo. De Barumbu, Njili, Lingwala, en passant par Limete, les bourgmestres ont unanimement salué l'engagement du président de l'association, promettant un accompagnement logistique, sécuritaire ou même culturel selon les possibilités. Vous savez que le sport nous intéresse tous. Autant les politiques que les religieux, le sport est cette chose qui sait nous unir tous ensemble. La thématique même de l'activité envisagée, Kinshasa Ezobonga, là, ça s'apparente directement à ce que nous, les Kinois, nous voulons de notre ville, et la ville puisse reprendre sa belle robe d'antan. Je suis très content de recevoir le président de l'association sportive sans frontières qui vient avec un bon projet de tournoi pluridisciplinaire avec minimum 4 disciplines. Je vous assure, c'est le sport qui peut apaiser notre jeunesse. À quelques semaines du coup d'envoi, les préparatifs s'accélèrent. Kinshasa vibre déjà au rythme du sport, de la paix et de la solidarité. Puis ces communiqués nécrologiques pour terminer. La famille Chibonge, maman Emilienne Efinda et ses enfants, maman Marthe Kassalou Tshisekedi et les professeurs Dr Joseph Chikou, leurs frères et sœurs, leurs enfants ainsi que leurs petits-enfants, son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, Madame Sandra Tshibonge Mbiye, administrateur, directeur général à la Société congolaise des postes et télécommunications, toute la grande famille Antoine Alphonse Kaissou, ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances la mort inopinée de leur mari, père, frère, oncle et grand-père, docteur Alidor Tshibonge Ilunga, médecin chirurgien à la clinique Ngaliema, décès survenu le mardi 15 juillet 2025. Le programme des obsèques se présente comme suit. Le lundi 21 juillet 2025, à partir de 18h, veillée mortuaire à l'espace Musée National sur le boulevard Triomphal, recueillement, hommage, dépôt de gerbes de fleurs. Le mardi 22 juillet 2025, à partir de 10h30, à la cathédrale Notre-Dame du Congo, 11h30, célébration eucharistique, 12h30, levée du corps et départ pour l'inhumation à la nécropole entre terre et ciel. Bain de consolation à partir des 16h au lieu du deuil. Le deuil se tient depuis le 5 juillet 2025 au domicile du défunt sur l'avenue de Buffle, numéro 1052, au quartier Kingabois Mandrandel, commune de Limete. Ces communiqués tient lieu de faire part pour la famille Godefroy Stanislas Chimanga. Fin de votre journal. Retrouvez demain matin Serge Merlin Mata pour l'édition de 7h. Mesdames, messieurs, excellente nuit en compagnie de la nationale, la chaîne mère. Le Parlementaire, le magazine de référence sur la vie législative en République démocratique du Congo. Il décrypte les activités du Parlement, suit l'élaboration des lois et des grandes réformes et valorise le travail des élus du peuple. Véritable pont entre institutions et citoyens, le Parlementaire donne également la parole à la population, éclaire les enjeux
et renforce la redevabilité démocratique. Pour les députés, sénateurs, membres du gouvernement, opérateurs économiques et partenaires institutionnels, c'est la vitrine idéale pour faire connaître vos actions, porter vos idées et toucher un lectorat stratégique, influent et engagé. Le parlementaire vous concerne, le parlementaire vous informe, vous inspire, vous connecte. Il est votre dialogue républicain. Disponible chaque mois en version papier. En direct sur la radio-télévision nationale congolaise. Les infos de dernière minute sur toute l'étendue du territoire national et partout ailleurs sur tous vos écrans. À l'ère du numérique, la communication demeure encore au centre de la vie. La radio-télévision nationale congolaise reste le vecteur de l'unité nationale. Les informations sur l'actualité de la République démocratique du Congo, d'Afrique et du monde, la culture, le sport, mais aussi les grands événements en direct sur la radio-télévision nationale congolaise. Les infos de dernière minute sur